Dans les profondeurs glaciales de la forêt des Vosges, Jean-Marc ajusta le rétroviseur de son camion, observant la route sinueuse qui disparaissait derrière lui. Les flocons de neige dansaient dans le faisceau de ses phares, créant un voile hypnotique qui semblait l'inviter à plonger plus profondément dans ce royaume hivernal. Après 15 ans passés à sillonner ces routes isolées pour Transport Morel, il connaissait chaque virage, chaque descente, chaque montée de ce territoire sauvage. Pourtant, ce soir-là, quelque chose était différent. Le tableau de bord indiquait -12 degrés, une température exceptionnellement basse même pour cette région montagneuse. Jean-Marc resserra son écharpe autour de son cou, tout en maintenant fermement le volant. Son regard était fixé sur la route étroite qui serpentait entre les sapins centenaires. Les branches alourdies par la neige formaient des arches naturelles au-dessus de son passage, comme si la forêt elle-même cherchait à l'engloutir. La radio grésilla avant de s'éteindre complètement, le laissant seul avec le ronronnement du moteur et le crissement des pneus sur la neige fraîche. Jean-Marc ne s'en souciait guère, le silence était devenu son compagnon le plus fidèle au fil des années. Les villages qu'il desservait dépendaient de ses livraisons, particulièrement en hiver, lorsque les routes devenaient impraticables pour les véhicules ordinaires. Ce soir-là, sa cargaison était particulièrement précieuse, des médicaments et des vivres destinés à Saint-Dié-des-Vosges. La tempête annoncée pour la nuit inquiétait les autorités, et Jean-Marc avait promis d'effectuer cette livraison avant que le pire ne frappe. Consultant sa montre, il calculait mentalement le temps qu'il lui restait avant que la tempête ne s'abatte sur la région. Soudain, un mouvement furtif attira son attention. Dans le rétroviseur, il aperçut une ombre qui semblait glisser entre les arbres. Son cœur manqua un battement, mais il se ressaisit rapidement. Les légendes locales parlaient souvent de l'ouragan dans ces forêts, mais en 15 ans, il n'en avait jamais rencontré. Ces histoires n'étaient que des contes pour effrayer les touristes, se répétait-il. Pourtant, alors qu'il négociait un virage particulièrement serré, ses phares illuminèrent quelque chose d'inhabituel sur la neige, des empreintes. Pas des traces ordinaires d'animaux de la forêt, mais des marques distinctes qui suivaient parallèlement la route. Jean-Marc ralentit légèrement, intrigué par ces traces qui semblaient trop régulières, trop intentionnelles pour être le fruit du hasard. Le vent se leva, faisant gémir les arbres centenaires. Les bourrasques de neige devenaient plus intenses, réduisant considérablement la visibilité. Jean-Marc savait qu'il devrait bientôt faire un choix, continuer sur la route principale, plus longue mais plus sûre, ou emprunter l'ancien chemin forestier qui raccourcirait considérablement son trajet. Cette décision, apparemment anodine, allait bouleverser sa vie d'une manière qu'il n'aurait jamais pu imaginer. Alors qu'il approchait de la bifurcation, un hurlement lointain déchira le silence de la nuit. Ce n'était pas le vent, Jean-Marc en était certain. Ce son primitif, à la fois mélancolique et menaçant, fit remonter en lui des souvenirs d'histoires anciennes, celles que les anciens du village racontaient autour du feu. Des histoires de créatures qui gardaient la forêt, qui suivaient les voyageurs égarés, qui décidaient de leur sort dans ces contrées sauvages. La route secondaire s'avéra plus difficile que prévu. La neige s'intensifiait, transformant le paysage en un voile blanc impénétrable. Jean-Marc conduisait avec une concentration extrême, ses mains crispées sur le volant. Le hurlement qu'il avait entendu plus tôt résonnait encore dans son esprit, mais il s'efforçait de rester rationnel, focalisé sur sa mission. Soudain, son camion s'arrêta brutalement. Le moteur toussa une dernière fois avant de s'éteindre complètement. Jean-Marc tenta plusieurs fois de le redémarrer, en vain. Il sortit de la cabine, la neige craquant sous ses bottes. L'air glacial lui mordit le visage tandis qu'il ouvrait le capot pour inspecter le moteur. La vapeur s'échappait dans l'air glacial, créant un nuage fantomatique autour de lui. C'est alors qu'il les vit. Deux yeux dorés brillants dans l'obscurité, fixés sur lui. Un loup majestueux émergea lentement des ombres, sa fourrure grise se confondant presque avec la neige tourbillonnante. Jean-Marc resta immobile, le cœur battant. Le loup s'approcha, sans agressivité apparente, ses pas silencieux laissant des empreintes identiques à celles qu'il avait aperçues plus tôt. Derrière le premier loup, d'autres silhouettes apparurent. Une meute entière l'encerclait maintenant, mais leur comportement défait toute logique. Au lieu de l'attitude menaçante attendue, les loups semblaient attendre quelque chose. Le leader de la meute s'arrêta à quelques mètres de Jean-Marc, le fixant avec une intelligence troublante. Un gémissement aigu attira son attention. Près de la roue avant du camion, recroquevillé dans la neige, se trouvait un louveteau. Il tremblait violemment, visiblement affaibli par le froid. Sans réfléchir, guidé par un instinct qu'il ne comprenait pas lui-même, Jean-Marc retira sa veste et s'approcha doucement du petit animal.
Le leader de la meute observait chacun de ses mouvements, mais ne fit rien pour l'arrêter. Jean-Marc enveloppa délicatement le louveteau dans sa veste. Le petit être cessa immédiatement de trembler, se blottissant contre sa chaleur. « Tu dois être petit », murmura Jean-Marc, surpris par la tendresse dans sa propre voix. À cet instant, quelque chose d'extraordinaire se produisit. Le leader de la meute s'avança, touchant légèrement la main de Jean-Marc de son museau. Ce contact, bref mais significatif, sembla sceller un pacte silencieux entre l'homme et les loups. La meute commença à s'éloigner, disparaissant dans la tempête aussi mystérieusement qu'elle était apparue, laissant Jean-Marc seul avec le louveteau. Retournant dans la cabine avec Petit, Jean-Marc réalisa que son moteur fonctionnait à nouveau, comme si la panne n'avait été qu'un stratagème orchestré par la forêt elle-même. Le louveteau se pelotonna sur le siège passager, ses yeux dorés reflétant la même intelligence troublante que ceux de la meute. Cette nuit-là, alors que le camion reprenait sa route dans la tempête, Jean-Marc comprit que sa vie venait de basculer. La solitude qui avait été sa compagne fidèle pendant tant d'années commençait à se dissiper, remplacée par quelque chose de plus profond, de plus mystérieux. Le petit loup à ses côtés n'était pas qu'un simple animal abandonné, il était le début d'une histoire qui dépassait l'entendement, une histoire qui allait révéler des secrets enfouis dans les profondeurs de la forêt des Vosges. Les jours suivants transformèrent profondément la routine de Jean-Marc. Petit s'adaptait remarquablement bien à la vie dans le camion, démontrant une intelligence qui dépassait celle d'un simple animal sauvage. Il réagissait aux paroles de Jean-Marc comme s'il les comprenait parfaitement, et semblait capable de prévoir les changements météorologiques avant même que les premiers signes n'apparaissent. Pendant ces livraisons, Jean-Marc remarqua que la meute n'avait pas vraiment disparu. Des traces dans la neige, des ombres furtives entre les arbres, des hurlements lointains. Il les suivait, veillant sur eux à distance. Cette présence, loin d'être menaçante, était devenue rassurante. La solitude qui avait été sa compagne pendant tant d'années se transformait en quelque chose de nouveau, une connexion profonde avec la nature sauvage. Un matin, alors qu'il effectuait une livraison particulièrement délicate dans un village reculé, Petit commença à s'agiter inhabituellement. Ses oreilles se dressèrent, son corps se tendit, et il émit un grognement sourd. Jean-Marc avait appris à faire confiance aux instincts du louveteau. Il arrêta son camion et observa les alentours. La forêt semblait différente, plus sombre, plus dense. Les arbres eux-mêmes paraissaient se pencher vers eux, comme pour les mettre en garde. Suivant l'indication de Petit, Jean-Marc s'enfonça dans la forêt. Le louveteau le guidait avec assurance, s'arrêtant parfois pour s'assurer que son compagnon humain le suivait. Après une courte marche, ils découvrirent une ancienne cabane en bois, presque invisible sous la neige. Des traces récentes dans la neige trahissaient une présence humaine régulière. À l'intérieur, ce qu'il découvrit lui glaça le sang. Des cartes détaillées de la forêt couvraient les murs, marquées de points rouges et de notes griffonnées. Des cages rouillées s'entassaient dans un coin, et l'odeur âcre de produits chimiques flottait dans l'air. Jean-Marc comprit immédiatement, il avait trouvé le repère de braconniers, ce qui menaçait l'équilibre fragile de la forêt. Soudain, Petit se figea. Un bruit de moteur au loin brisa le silence de la forêt. Jean-Marc éteignit sa lampe et se cacha avec le louveteau derrière une pile de caisses. Par la fenêtre givrée, il aperçut des phares qui approchaient. Les braconniers revenaient. Le cœur battant, il chercha une issue, mais la porte arrière était bloquée par la neige. C'est alors que quelque chose d'extraordinaire se produisit. Un hurlement puissant retentit, suivi de plusieurs autres. La meute entière semblait s'être rassemblée autour de la cabane. Les phares s'arrêtèrent brusquement, et des voix agitées s'élevèrent dans la nuit. Jean-Marc entendit des portières claquer, des jurons, puis le bruit du moteur qui s'éloignait précipitamment. Les jours suivants, Jean-Marc entreprit une enquête discrète. Pendant ses livraisons, il interrogea subtilement les villageois sur les activités inhabituelles dans la forêt. Les réponses confirmèrent ses soupçons, un groupe organisé sévissait depuis des mois, perturbant l'écosystème fragile des Vosges. Les habitants, bien que préoccupés, se sentaient impuissants face à cette menace. Petit devenait chaque jour plus attentif aux dangers potentiels. Ses réactions aux bruits et aux odeurs s'affinaient, permettant à Jean-Marc d'éviter plusieurs fois des rencontres indésirables. Le lien entre l'homme et le louveteau se renforçait, dépassant la simple relation entre un humain et son animal de compagnie. Ils communiquaient d'une manière presque télépathique, anticipant les besoins et les réactions de l'autre. La meute, quant à elle, se manifestait de plus en plus ouvertement. Un soir,
Alors que Jean-Marc effectuait une livraison tardive, il aperçut plusieurs loups qui guidaient son camion à travers une zone particulièrement dangereuse, leurs yeux brillant dans l'obscurité comme des balises vivantes. Il semblait comprendre l'importance de son travail pour les villages isolés. Lors d'une nuit particulièrement froide, Jean-Marc découvrit un nouveau système de communication avec ses protecteurs silencieux. Petit commença à gratter frénétiquement la portière du camion, ses yeux fixés sur un point invisible dans la forêt. En suivant son regard, Jean-Marc aperçut le leader de la meute qui semblait l'inviter à le suivre. Sans hésitation, il enfila son manteau et suivit le loup. La scène qui l'attendait dans une clairière proche le stupéfia. Des dizaines de loups étaient rassemblés, formant un cercle parfait autour d'un espace central. Au milieu, des traces révélaient l'emplacement récent de pièges, maintenant désamorcés par les loups eux-mêmes. Jean-Marc comprit alors que la meute ne se contentait pas de le protéger, elle l'avait choisi comme allié dans leur lutte pour préserver leur territoire. Cette nuit-là marqua un tournant. Les loups commencèrent à lui montrer systématiquement les endroits menacés par les braconniers. Chaque découverte renforçait sa détermination à protéger ces créatures extraordinaires. Jean-Marc utilisait sa connaissance du terrain et ses contacts dans les villages pour anticiper les mouvements des braconniers, détruisant leurs pièges et perturbant leurs opérations. La symbiose entre Jean-Marc, Petit et la meute devint légendaire parmi les habitants de la région. Les villageois, qui autrefois craignaient les loups, commençaient à comprendre leur rôle crucial dans l'équilibre de la forêt. Des histoires circulaient sur le camionneur solitaire qui parlait aux loups, sur le petit loup qui l'accompagnait partout, et sur la meute mystérieuse qui veillait sur les voyageurs égarés. Le printemps approchait, mais l'hiver refusait de relâcher son emprise sur les Vosges. Par une nuit de tempête particulièrement violente, Jean-Marc reçut un appel urgent, des médicaments devaient être livrés à un village isolé. Malgré les conditions météorologiques extrêmes, il savait qu'il devait partir. Petit, comme toujours, prit sa place habituelle dans la cabine. Pendant le trajet, le comportement du louveteau changea brusquement. Ses oreilles se dressèrent, son corps se raidit. Jean-Marc ralentit immédiatement, conscient du danger imminent. À travers le rideau de neige, ils aperçurent des lumières inhabituelles qui se déplaçaient dans la forêt. Les braconniers avaient choisi cette nuit de tempête pour agir. Le leader de la meute apparut soudainement devant le camion, ses yeux brillant d'une lueur déterminée. Cette fois, il ne s'agissait plus simplement d'observer ou d'éviter. Jean-Marc comprit le message, c'était le moment d'agir. Il gara son camion à l'abri des regards et suivit le loup, Petit trottant à ses côtés. La scène qui les attendait confirmait leur pire crainte. Un groupe de braconniers avait établi un camp temporaire, équipé de matériel sophistiqué. Des cages étaient déjà préparées, et des pièges étaient disposés stratégiquement. Jean-Marc reconnut certains visages, des hommes qu'il avait déjà croisés dans les villages, se faisant passer pour des randonneurs. La meute se déploya silencieusement, encerclant le camp. Les loups semblaient communiquer entre eux par des signes imperceptibles, coordonnant leurs mouvements avec une précision militaire. Jean-Marc, guidé par un instinct nouveau, comprit son rôle dans ce plan. Il s'avança vers le camp, Petit à ses côtés, tandis que la meute resserrait son cercle. Les braconniers, surpris par cette apparition inattendue, se figèrent. La présence de Jean-Marc, qu'il connaissait comme le camionneur local, accompagné d'un louveteau et entouré d'une meute de loups, créait une image surréaliste dans la tempête de neige. L'un des hommes tenta de saisir son arme, mais un grondement collectif de la meute l'en dissuada immédiatement. Jean-Marc s'avança, sa voix portée par le vent, « Votre activité dans cette forêt s'arrête ce soir. » Les braconniers, encerclés par la meute, comprirent que leur situation était inextricable. Les loups, parfaitement coordonnés, avaient déjà commencé à démanteler méthodiquement leur campement, détruisant les pièges avec une intelligence presque humaine. Le leader de la meute se plaça aux côtés de Jean-Marc, une image saisissante de l'alliance entre l'homme et la nature. Petit, désormais plus grand et plus fort, se tenaient fièrement entre eux, symbolisant le pont entre deux mondes. Les braconniers, confrontés à cette démonstration de force tranquille, n'eurent d'autre choix que de battre en retraite. Cette nuit-là marqua un tournant décisif. La nouvelle se répandit rapidement dans les villages, les loups n'étaient pas des ennemis à craindre, mais des gardiens de la forêt. Les habitants commencèrent à partager leurs propres histoires, parlant de moments où la meute les avait guidés hors du danger pendant les tempêtes, ou avait protégé leurs troupeaux des vrais prédateurs. Jean-Marc continua ses livraisons, mais son rôle avait évolué. Il était devenu plus qu'un simple camionneur, il était désormais un gardien de la forêt, un pont entre le monde des hommes et celui des loups. Petit, qui avait grandi pour devenir un magnifique loup,
restait son compagnon fidèle, mais libre de rejoindre la meute quand il le souhaitait. La forêt des Vosges retrouva son équilibre naturel. Les loups, plutôt que d'être craints, étaient respectés comme les protecteurs qu'ils avaient toujours été. Les villageois apprirent à lire les signes de la forêt, à comprendre que chaque hurlement dans la nuit n'était pas une menace, mais parfois un avertissement ou une bénédiction. Jean-Marc comprit que sa solitude passée n'était qu'une étape nécessaire vers cette connexion plus profonde. Chaque voyage à travers la forêt était désormais une aventure partagée, une célébration de l'harmonie retrouvée entre l'homme et la nature. Les routes sinueuses des Vosges n'étaient plus des chemins solitaires, mais des liens vivants tissés entre les communautés, protégés par une alliance extraordinaire entre un homme, un loup, et une forêt pleine de mystères. Fin de l'histoire, chers auditeurs, nous espérons que l'histoire de Jean-Marc et Petit vous a touché et inspiré. Pour continuer ce voyage émotionnel à travers les mystères de la forêt des Vosges, nous avons préparé une liste spéciale d'histoires tout aussi captivantes. Vous la trouverez en cliquant sur le lien à gauche. Si cette histoire vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et de laisser un « j'aime » à la vidéo. Chaque jour, nous partageons des récits uniques qui explorent la magie de la vie et les liens profonds qui nous unissent à la nature. Rejoignez-nous dans les commentaires pour partager vos propres histoires de rencontres extraordinaires avec la nature sauvage.